Voilà, et les Iraniens menacent même d'aller au-delà des 200 $ le baril. Guillaume Lasconjarias, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes historien militaire, professeur à la Sorbonne Université, ancien chercheur à l'OTAN. On voit bien donc la demande de Donald Trump d'associer les pays de l'OTAN, mais aussi le Japon, la Chine pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Avant de parler de cette affaire géopolitique, concrètement, militairement, sécuriser ce minuscule bras de mer, ça voudrait dire quoi? On accompagnerait les tankers pour éviter les bombardements des gardiens de la Révolution? Alors en réalité, quand on appelle ce qu'on pratique, c'est ce qu'on appelle un convoi. Et un convoi, c'est finalement trois choses. C'est d'abord une couverture aérienne pour être certain qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. C'est généralement des dragueurs ou des chasseurs de mines pour éviter justement que le rail de navigation dans lequel on circule soit pollué par ces fameuses mines. Et puis généralement, on a ce qu'on appelle des destroyers ou des frégates qui assure elle aussi une couverture contre soit des attaques venues de la mer, soit des missiles à courte portée. Donc, il faut bien comprendre que pour généralement un gros navire, un vraquier ou un pétrolier qui passerait, il faudrait probablement 2 à 3 navires autour de lui pour l'escorter. On comprend bien qu'il y a donc une forme de différentiel et probablement les statistiques se divergent, hein, mais il faudrait entre 40 et 60 navires en permanence pour pouvoir assurer un trafic très minimal dans le détroit d'Ormuz au regard pour l'instant de l'état de la menace. C'est-à-dire 60 à 80 navires militaires, ce qui paraît beaucoup. Tout à fait. Bah oui, c'est justement là le problème, c'est-à-dire que on comprend à partir de cette statistique le besoin d'ailleurs que les États-Unis ont de faire appel à leurs alliés, Hmm. parce que ça a beau être la marine, une des marines les plus puissantes au monde, si ce n'est la plus puissante, elle souffre de déficit capacitaire, notamment dans un des domaines, et on en a beaucoup parlé, qui est celui de justement de la lutte anti-sous-marine, du moins de tout ce qui est drague et chasse des mines. Et ça, en revanche, les Européens, et notamment l'OTAN, enfin les alliés de l'OTAN, le possèdent plutôt de manière satisfaisante. Alors, maintenant, parlons de la demande de Donald Trump. Justement, les Européens, est-ce que cette demande américaine est embarrassante pour eux? S'ils n'y vont pas, ils sont menacés. Alors, c'est bien toute la difficulté d'avoir ce type de diplomatie qui est une diplomatie de la pression extrême autour de finalement une organisation internationale, l'OTAN, qui n'est pas directement concernée. Elle ne l'est pas doublement, elle ne l'est pas parce qu'elle n'est pas attaquée. Or, c'est une alliance défensive et que, c'est un deuxième point, aucun de ses alliés de l'OTAN n'a vraiment été consulté au début pour entrer dans cette guerre contre l'Iran. Donc on a en fait une forme de difficulté, d'autant plus que, imaginons que les États-Unis portent ce dialogue-là devant le Conseil de l'Atlantique Nord, hein, qui est l'endroit où on parle des affaires otaniennes, eh bien, comme c'est généralement par consensus que cela se pratique, probablement que les États-Unis n'auraient pas gain de cause. Et on voit bien pourquoi est-ce que Trump, finalement, utilise les médias pour créer une forme de pression, mais que pour l'instant, aucun des alliés européens n'est véritablement enthousiaste à l'idée de s'y impliquer. Et puis, il y a la demande à Pékin, Guillaume Lasconjarias, comment imaginer la Chine qui s'associerait aux Américains? Ça paraît vraiment ubuesque. Oui, effectivement, peut-être que dans une forme de monde parallèle où les États-Unis et la Chine seraient alliés, il y aurait cette possibilité-là. Mais là, en l'espèce, c'est probablement, alors, impossible n'est sans doute pas français, mais là, il faudrait quand même considérer deux choses. Un, que la Chine accepte de se mettre au service des États-Unis. Or, elle est capable de son côté de maîtriser le dialogue avec Téhéran, donc elle n'a nul besoin de cette offre de service. Et puis la pression qu'exerce là encore le président américain en disant bon bah, si c'est comme ça, je ne viendrai pas pour le sommet avec Xi Jinping. Finalement, la personne qui a dans ce cadre-là le plus à perdre, c'est probablement moins la Chine que les États-Unis en termes au moins de renommée et de prestige international. On a bien compris que la fermeture du détroit d'Ormuz avait des conséquences pour l'approvisionnement mondial en pétrole. Elle semble être au cœur de la stratégie de Téhéran. Est-ce qu'elle pourrait pousser les pays producteurs, les pétromonarchies qui sont sous les bombes iraniennes, à se rebeller contre Téhéran?
Alors, là encore, ça paraît difficile parce que la géographie a des formes de persistance et que, à un moment ou à un autre, la guerre s'arrêtera et la garantie de sécurité américaine, qui aura été probablement largement érodée, s'il n'y a pas de changement de régime ou de possibilité de changement de régime à Téhéran, eh bien, ces mêmes monarchies vivront en permanence avec la crainte d'une résurgence du danger iranien. Je pense que ce qui dicte dans la plupart de ces pétromonarchies, c'est la plus grande prudence. On est effectivement sous une forme de double colère face aux États-Unis, probablement qui n'ont pas été suffisamment à l'écoute, et puis face à l'Iran qui s'est véritablement démontré comme étant la puissance néfaste et hostile de la région. Merci infiniment, Guillaume Lasconjarias, C'est de à nous vous. avoir répondu, historien militaire et professeur à Sorbonne Université.